Bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne YouTube et du site internet Les Voyages de Taco. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit bijou, le DJI Mavic Air 2. Et on va se focaliser sur les paramètres du drone. On va parcourir ensemble tous les menus et on va voir quels sont les meilleurs réglages à effectuer. On verra aussi quels sont les paramètres et les modes photo et vidéo pour voir en fonction des situations, de vos besoins, quels sont les meilleurs réglages à faire. Et puis on verra aussi, par rapport à son prédécesseur, le DJI Mavic Air, quels sont les paramètres qu'on trouve en plus et ceux qu'on a éventuellement perdus. Allez, les batteries sont rechargées, on est parti. On perd pas de temps, on allume le drone, on allume la télécommande et on se rend dans l'application DJI Fly et en vue caméra pour aller parcourir un peu tous ces menus du drone. On va aller dans les réglages, on va cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Et les premiers réglages sont ceux de sécurité et de protection en vol. Tout d'abord, l'altitude max. C'est l'altitude jusqu'à laquelle le drone pourra voler. Dès que cette altitude sera atteinte, le drone sera bloqué. Vous aurez un petit message qui vous dira que l'altitude maximale est atteinte. Je vous conseille, c'est une bonne habitude que je prends et que je trouve est bonne, d'avant chaque vol, configurer cette altitude max en fonction de la réglementation du site sur lequel vous volez. En France, l'altitude max est plafonné à 150 mètres, mais il y a des sites sur lesquels on n'a pas le droit de dépasser les 100 mètres ou les 50 mètres. Donc c'est bien de régler cette hauteur en fonction du site sur lequel vous vous trouvez, comme ça vous êtes sûr de toujours rester dans la légalité. La distance max, c'est la distance jusqu'à laquelle le drone pourra voler à partir de vous. En France, il n'y a aucune règle sur cette distance. La seule règle qui est donnée, c'est de toujours garder le drone à vue. L'altitude automatique. Donc ça, c'est un réglage qui va servir à la fonctionnalité de Return to Home, le retour à la maison. Donc une petite parenthèse sur le Return to Home. Le Return to Home peut être activé dans trois cas. Premier cas, manuellement. Vous êtes en vol, vous décidez que vous voulez que votre drone rentre à la maison. Vous appuyez sur le petit bouton sur la télécommande ou sur l'application. Le drone va activer son protocole de retour à la maison. Deuxième cas, la batterie commence à être faible. Il y a un risque que le drone tombe à 0% de batterie alors que vous êtes au loin. Automatiquement, le drone va commencer à rentrer tout seul à la maison. Le troisième cas, c'est une perte de signal. Si pendant 11 secondes, le drone perd le signal avec la radiocommande, alors, première étape, il va faire marche arrière, il va revenir sur ses pas de 30 mètres, et ensuite, il va activer le retour à la maison pour revenir au point de départ. Cette altitude automatique, elle va définir l'altitude à laquelle le drone va remonter avant de revenir au point de départ. Et ensuite, de se poser. Attention, cette altitude, ici définie à 30 mètres, elle ne sera atteinte par le drone que s'il se situe à plus de 20 mètres du point de départ. Si le drone est à moins de 20 mètres, entre 5 et 20 mètres de son point de départ, alors il ne montera pas à cette altitude avant de se poser. Il restera à son altitude actuelle pour revenir au-dessus de son point de départ et se poser. Et si jamais le drone est à moins de 5 mètres de son point de départ au moment où le Return to Home est activé, alors il se posera automatiquement là où il est. La différence qu'il y a donc avec le DJI Mavic Air 1, le précédent, c'est que il n'y a plus la fonctionnalité de dire on veut que le drone revienne à moi. Avant, avec le drone précédent, on pouvait dire on veut que le drone revienne à la télécommande, c'est-à-dire à l'endroit où je suis actuellement. Ça pouvait être pratique si par exemple on se déplaçait, on faisait une rando, on était en vélo, en voiture, etc. Et qu'il y avait une perte de signal, et le drone revenait à nous. Là, si le cas se produit, le drone va revenir de là où on est parti. Je passe à l'assistance en vol. Deux options ici. La détection d'obstacles, que je vous conseille
d'activer. Et l'APAS, le système d'assistance au pilotage avancé, en fait, ça permet d'éviter les obstacles quand vous êtes en vol. Je vous conseille de l'activer également. Il fonctionne assez bien. Les premiers tests qui ont été faits sont assez concluants. En fait, quand le drone va voler en avant ou en arrière uniquement, pas sur les côtés, et qu'il va y avoir un obstacle devant lui, le drone va éviter l'obstacle en se déplaçant sur la gauche, sur la droite, monter en montant ou en descendant. Donc ça va aller peut-être à l'encontre de ce que vous êtes en train de faire avec le joystick, mais il va éviter comme ça les obstacles. Cette option APAS se désactive pour certains modes vidéo, notamment si vous êtes à des fréquences d'image trop élevées. Pour résumer, dès l'instant où vous mettez une fréquence d'image supérieure à 30 images secondes, quelle que soit la résolution, l'APAS ne fonctionnera plus. L'éclairage auxiliaire, c'est un petit éclairage, donc ça c'est une petite nouveauté, c'est un petit éclairage qu'on trouve sous le drone. Donc on peut régler, on peut décider s'il est allumé, éteint ou en mode automatique. Ça peut être pratique si on souhaite atterrir et qu'il fait un peu nuit pour vraiment regarder où est-ce qu'on atterrit. Déverrouiller la zone géographique, ça permet de télécharger des certificats pour pouvoir voler dans certaines zones. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les paramètres de sécurité avancés, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, notamment par rapport au Return to Home. Qu'est-ce qui se passe, notamment en cas de perte de signal? Est-ce qu'on souhaite que, en cas de perte de signal, on revienne au point de départ, on descende, ou on effectue un vol stationnaire? Je vous conseille fortement le retour au point de départ, sauf si vraiment vous avez une raison particulière de mettre les deux autres modes. Car s'il y a une perte de signal et que vous demandez au drone de descendre, vous n'allez pas du tout savoir où est-ce qu'il descend puisque vous avez perdu le signal. Et effectuer un vol stationnaire, ok, il va attendre en vol stationnaire, vous n'allez pas trop savoir le drone où il est. Il y a vraiment un risque que sa batterie s'épuise et que le drone chute. Localiser mon drone, qui permet de visualiser où est-ce que votre drone a émis pour la dernière fois et puis de le faire biper. Imaginons que votre drone est tombé dans de l'herbe haute, vous pouvez le faire biper pour aller le chercher un peu à l'oreille. On en a fini avec la partie sécurité, je vais passer à la partie contrôle. Sur la partie contrôle, vous allez pouvoir commencer par définir si vous voulez que l'appareil s'exprime en mètres, en kilomètres ou en mesure impériale. Moi je laisse en mètres, après ça peut être une question de goût. Le réglage de la nacelle avec deux modes. Le mode suivre, c'est le mode classique où la caméra reste constamment à l'horizontale, et le mode FPV qui est le mode un peu plus sport où la caméra dans les virages en fait elle va pouvoir faire des rotations. Ça peut donner un effet cinématographique, ou si vous filmez des choses un peu sportives, donner vraiment l'impression d'y être. J'ai essayé, vraiment c'est un coup de main à prendre, c'est assez particulier. Permettre la rotation de la nacelle, c'est l'option qui va vous permettre de faire monter la nacelle plus haut que l'horizon. Ça peut être utile si par exemple vous filmez en montagne et que vous souhaitez faire des contre-plongées ou des choses comme ça. Moi par défaut, je laisse désactiver pour que quand j'augmente l'inclinaison de la nacelle, ça soit bloqué au niveau de l'horizon. Toujours dans ce menu contrôle, on passe au réglage de la radiocommande. Une option qui est plutôt sympa, c'est le chargement du smartphone. On va pouvoir activer ou désactiver le fait que cette radiocommande recharge le téléphone. Moi, je trouve ça cool de l'activer. La télécommande, elle a désormais une grosse batterie, elle tient bien la charge. C'est vrai que quand on envole, le téléphone reste tout le temps allumé, ça peut utiliser pas mal de batterie. Donc le fait que le téléphone se charge en même temps, c'est plutôt pas mal. Le mode de joystick, par défaut, c'est en mode 2. C'est le mode qui est classique, qui est utilisé sur pas mal de drones. Donc c'est le mode que je laisse et que je recommande. Après, rien ne vous empêche d'en utiliser un autre. Ensuite, personnalisation des boutons. Alors, cette personnalisation du bouton, il n'y a qu'un seul bouton qu'on peut personnaliser sur la télécommande. C'est le petit bouton FN qu'on trouve en haut à gauche. J'ai changé les réglages par défaut. Donc, ce que j'ai mis, c'est que sur un appui court,
on puisse recentrer la nacelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je vais appuyer, la nacelle va revenir se mettre soit à l'horizontale, soit complètement à la verticale, en fonction de là où elle était positionnée avant. Et en double clic, c'est l'affichage de la carte ou de la vue en direct, c'est-à-dire que quand je suis sur ma vue caméra, le double clic me permet de switcher entre la vue carte et la vue caméra. On en a fini pour cet onglet contrôle. Je vais laisser de côté l'onglet caméra pour le moment, on garde le meilleur pour la fin. On va juste jeter un œil super rapide à l'onglet transmission. Là, j'ai rien touché. Définition HD, fréquence double bande. Maintenant qu'on a paramétré notre drone pour le vol et la sécurité, eh bien on va pouvoir s'intéresser à ce qui fait aussi la force de ce DJI Mavic Air 2, c'est la photo et la vidéo. On va commencer par les réglages vidéo. On va se placer dans un mode vidéo tout d'abord. Donc vous cliquez sur le petit bouton au-dessus du bouton d'enregistrement. Vous passez par exemple sur vidéo, normal, 4K, 30 images secondes. Peu importe, pour le moment, on reviendra sur ces réglages plus tard. Ce qui va être intéressant, c'est de revenir dans le menu, dans les réglages du drone sur l'onglet caméra. En fait, les réglages proposés dans cet onglet caméra vont varier en fonction du mode dans lequel vous êtes, photo ou vidéo. Donc là, on est dans un mode vidéo, donc on va avoir les réglages spécifiques au mode vidéo. Donc tout d'abord, le format MP4 ou Move. Moi, je reste tout le temps en MP4. Le profil de couleur, normal ou dessiné-like. Dessiné-like, ça va être un peu l'équivalent du RAW pour la vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir un profil de couleur plat qu'il va falloir retravailler en post-production. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet qui vous apprend comment étalonner un profil de couleur dessiné-like avec Final Cut Pro. L'avantage qu'il y a, c'est si vraiment vous voulez travailler vos couleurs, votre étalonnage en post-production avec un profil dessiné-like, c'est celui que du coup j'utilise au quotidien, vous allez pouvoir avoir un plus beau rendu qu'en profil normal, de donner vraiment un bel éclat, de plus belles couleurs à vos images. La norme de codage par défaut elle est en H264, mais je la passe en H265 qui est meilleure. L'anti-salinement est en automatique. Le sous-titre de la vidéo, je n'en ai pas besoin. Ensuite, les petites aides de vidéo, elles sont bonnes à prendre, c'est-à-dire que l'histogramme, on va l'activer. Ça nous permet d'avoir à l'écran un petit histogramme pour vérifier qu'on n'est pas sous-exposé ou surexposé sur l'image. L'alerte surexposition, ça permet d'avoir sur l'image des petits zébras sur les zones qui sont surexposées pour voir s'il n'y a pas trop de zones cramées à l'image. Le quadrillage, moi j'aime bien activer le quadrillage des tiers pour vérifier que mes photos et mes vidéos sont plutôt bien cadrées. La balance des blancs, on va avoir le choix entre auto ou manuel. Adieu les presets qu'on avait sur le DJI Mavic Air 1, où une fois qu'on était en manuel, on pouvait dire on veut ensoleillé, nuageux, incandescent, je les connais plus par cœur, mais en tout cas il y avait des petits presets. Maintenant, si on est en manuel, il faut régler vraiment la balance des blancs, donc il va falloir apprendre à la régler. Je vous conseille vraiment de régler cette balance des blancs tout le temps en manuel avec le réglage le plus adapté à la situation possible. Si vous êtes en automatique, le drone va constamment changer ce réglage de balance des blancs, ce qui fait que vous allez avoir les couleurs qui vont être changeantes sur les plans ou sur des plans différents, qui fait qu'au montage, ça risque de pas forcément être très joli, d'avoir tout le temps les couleurs qui sont un peu changeantes. Ensuite, on a des petites options de stockage. Le choix du stockage, est-ce qu'on veut stocker sur la carte SD ou sur la mémoire interne du drone. La mémoire interne du drone est de 8 Go. Ça peut être utile ou nous sauver si jamais la carte mémoire est pleine ou que on l'a oublié à la maison. Et puis des petits réglages de cache.
Maintenant qu'on a parcouru les réglages vidéo, on va regarder un peu les modes qui sont proposés. Donc tout d'abord, le mode normal. C'est celui que je vais utiliser le plus fréquemment. Donc je me suis placé en mode dessiné-like parce que je traite énormément mes vidéos en post-production. Un mode vidéo normal, 4K, 30 images secondes. Parce que je filme toutes mes vidéos, que ce soit sur l'iPhone, la GoPro, le drone, en 30 images secondes. Des fois en 60 images secondes quand je suis ensuite faire des ralentis. Mais la plupart du temps, je filme en 30 images secondes et j'exporte ensuite mes vidéos en 30 images secondes. Une fois que vous avez choisi ce mode normal, en bas, vous pouvez basculer d'un mode automatique à un mode manuel. Je vous conseille de passer en mode manuel, de régler vos ISO au minimum à 100 et l'obturateur, donc le shutter en anglais, il y a une règle en vidéo qui est de le régler au double de la fréquence d'image. Donc moi, ma fréquence d'image, je l'ai réglée à 30 images secondes. Il faut donc que je règle mon shutter à 1/60e. En faisant ça, c'est le cas ici sur mon image. La plupart du temps, votre image va devenir surexposée, elle va être cramée. C'est pour ça qu'il va falloir utiliser des filtres ND. Les filtres ND, ils vont agir comme des lunettes de soleil pour votre capteur. Il y en a de différents types. Donc ça, c'est vraiment le réglage que je vous conseille. Profil normal, 4K, 30 images secondes. Ensuite, on passe en manuel avec les ISO à 100 et le shutter à 1/60e pour être au double de la fréquence d'image. Ensuite, si on revient en mode vidéo, il y a un mode qui a fait son apparition, c'est le mode HDR. Une fois qu'on est en mode HDR, on ne peut plus être en mode dessiné-like, il n'y a plus qu'un profil de couleur normal et on ne peut plus passer en mode manuel au niveau des ISO et du shutter. Le drone va tout régler tout seul, en fait c'est tout automatique, c'est un mode HDR. Alors, ce mode HDR, il est censé sublimer les images par rapport au mode normal. J'ai fait un petit test normal sans le dessiné-like versus HDR. Le conseil que je peux vous donner, c'est que si jamais vous ne souhaitez pas ou que vous n'avez pas le temps de retoucher, d'étalonner vos images en post-production, peut-être que du coup le mode HDR est plus adapté pour vous que le profil normal classique. Je n'ai pas apporté les quick shots, ils sont très connus, ils sont sur la plupart des drones DJI, donc il y a plein de vidéos sur ce sujet, je ne vais pas revenir dessus. La nouveauté ici, c'est l'hyperlapse, donc avec plusieurs sous-modes. Et dès l'instant où vous vous mettez en mode hyperlapse, si vous retournez dans les réglages du drone, vous allez pouvoir choisir la résolution. Je me suis fait avoir la première fois, par défaut la résolution est en 1080p. Et donc il faut, si vous voulez avoir les vrais hyperlapse 8K qui sont vendus par DJI, il faut que vous forciez le 8K dans les paramètres. Et une fois que vous êtes dans ce mode, par contre, vous pouvez passer dans un mode manuel donc pour régler les ISO, le shutter, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir régler l'intervalle, la longueur de votre vidéo, la vitesse de déplacement, enfin voilà. Tout ce que vous voulez pour réaliser vos hyperlapses. Je vais passer à présent au réglage photo du drone. Je vais changer, hop, je vais me placer sur photo. On va revenir dans les réglages du drone, dans l'onglet caméra. Donc là, hop, les réglages ont changé. On va pouvoir choisir au niveau du format si on veut du JPEG ou du JPEG plus RAW. On ne peut plus avoir que le RAW uniquement. C'est une option qui est perdue. Eh ben, tant pis, ça sera du JPEG plus RAW. On mettra les JPEG à la poubelle si on n'en a pas besoin. En tout cas, c'est l'option que je choisis d'avoir toujours les RAW pour pouvoir les retoucher ensuite sur le Mac. Au niveau de la taille, 4/3 ou 16/9, je vous conseille de mettre 4/3. Le capteur est un 4/3. Si vous mettez 16/9, en fait, ça n'a que très peu d'intérêt puisque ça va prendre l'image en 4/3 et la rogner. Donc en fait, vous n'allez pas avoir une image plus grande, au contraire, vous allez perdre des informations. Donc si vous souhaitez avoir une image 16/9, autant photographier en 4/3 et ensuite recadrer avec un logiciel de montage ou sur votre téléphone. Donc au niveau des modes photo, on a prise de photo unique, 48 mégapixels, le mode intelligent ou smart photo, le mode AEB, le mode rafale, le mode photo à intervalle.
Si on se place en photo unique, on va pouvoir prendre simplement une photo. On va pouvoir passer en bas du mode auto au mode manuel pour pouvoir gérer comme en vidéo les ISO ou le shutter. Ça peut être bien de jouer sur le shutter si par exemple on peut faire si on veut faire des poses longues, ça peut donner de très belles images, de faire des poses longues en drone. Le mode 48 mégapixels, c'est un peu la nouveauté de ce drone. J'ai pas encore eu le temps de l'exploiter. Le mode Smart, qui va c'est un peu comme le mode HDR en vidéo ou l'ancien mode HDR du DJI Mavic Air. Ça va permettre d'adapter la prise de vue en fonction de la situation de manière intelligente. Alors là, un peu comme le mode HDR en vidéo, on perd le fait de passer en manuel. C'est le drone qui par lui-même va mettre les meilleurs réglages. J'avoue que les résultats sont assez sympas. Les photos qui sont faites dans ce mode sont assez jolies. Et le mode AEB, qui est un mode que j'aime beaucoup, c'est un mode qui va capturer plusieurs photos à des expositions différentes. Donc 3 ou 5 photos au choix. Et vous allez pouvoir ensuite, avec un logiciel comme Lightroom, pouvoir générer une photo HDR et pouvoir la retoucher. Ensuite, on a le mode rafale qui peut prendre entre 3 et 7 photos. Ça peut être bien dans du sport, par exemple, si vous photographiez une scène qui est en action. Photo à intervalle qui va prendre une succession de photos tous les X secondes. Ça peut être utile si vous souhaitez faire un time-lapse de manière manuelle, en prenant des photos toutes les 5 secondes et ensuite les assemblant sur votre logiciel de montage pour réaliser de manière manuelle le time-lapse. Donc on a fait le tour de tous les réglages du drone, on a vu tous les modes photo et vidéo qui existaient. Il y a des petites choses qui existaient sur les réglages de son prédécesseur, le DJI Mavic Air 1, qu'on n'a pas vu ici, notamment la sensibilité du joystick. En fait, tout ceci a disparu, les réglages ont été quand même énormément simplifiés. C'est un petit peu compensé par le fait que maintenant, sur la télécommande, on a 3 modes de vol, le mode tripod, le mode normal et le mode sport, qui va permettre au drone d'avoir des pré-réglages de vitesse pour que si jamais vous vous déplacez pour aller à un point de vue, vous vous placez en mode normal, puis dès l'instant où vous voulez faire des scènes filmées de façon plus cinématographique, vous allez vous mettre en mode tripod, et là le drone va aller plus lentement, vous allez pouvoir beaucoup plus maîtriser les mouvements du drone pour avoir vraiment de belles images. Voilà, on a fait le tour de tous les réglages du DJI Mavic Air 2. Vous pouvez retrouver la liste de tous les réglages que je vous recommande sur mon site. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!